Bonsoir. Bonsoir Stéphane Bern et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce best-of de la semaine. Vous avez loupé peut-être quelques intervenants ou quelques éditions ces derniers jours. Eh bien voici une séance de rattrapage. Nous parlerons des coraux et de leurs bienfaits, notamment pour la peau. Nous irons au milieu de l'Atlantique pour suivre les performances de Boris Herrmann dans le Vendée Globe. Un spécialiste vous dévoilera les forces en présence de l'équipe de la Roca Team en compétition dans le top 16 de l'Eurocup. Nous reviendrons sur le Dakar en Arabie Saoudite et le duo Lob-Elena qui n'a pas vécu sa meilleure expérience puisqu'ils ont été contraints à l'abandon. L'IM2S a effectué les premières vaccinations du personnel. Nous serons avec Stéphane Bern qui prépare un prochain secret d'histoire sur le prince Albert Ier. Et bien d'autres thèmes encore seront abordés. Installez-vous, c'est parti pour ce best-of. C'est un bilan très positif. Vous savez, au départ, je leur ai demandé s'ils voulaient faire du télétravail. Avant le confinement, quand ce n'était pas encore obligé, ils avaient la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 jours. La grande majorité a choisi 3 jours. Après, donc 2 jours, il n'y a qu'une personne qui avait demandé 1 jour. Il y a toujours eu un débat autour de l'accroissement ou non de la productivité d'un salarié en télétravail. Qu'avez-vous constaté de votre côté ? De mon côté, je peux dire que je n'ai pas de soucis, sincèrement. On fait un daily, comme on appelle ça. Donc tous les jours, on fait une réunion le matin avec les employés pour savoir où ils en sont. Ils ont des choses à faire précises. C'est mesurable aussi chez nous. À partir de là, sincèrement, il n'y a pas de problème. Nous avons eu la possibilité d'intégrer le Centre scientifique de Monaco en 2014 pour travailler sur une thématique au sein du nouveau département de biologie médicale. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe de biologie marine de Sylvie Tambuté, avec qui nous avons commencé une collaboration qui consistait donc à produire une molécule corallienne. C'est une molécule qui a montré des caractéristiques de protection de la peau contre des UV ou contre des agents chimiques particuliers. Il s'avère que là, il s'agit d'une molécule d'origine naturelle qui est produite par des organismes qui sont justement en menace aujourd'hui à travers le monde, qui sont les coraux. On est dans une régate depuis jour 1 et la différence c'est que dans le sud, j'ai beaucoup plus lutté et souffert. Et aussi parce que je sentais que je ne pouvais pas avancer le bateau aussi bien que je voulais. Et donc là, c'est plus fluide, la mer est plate, il y a une petite brise et on avance mieux. Vous avez franchi il y a quelques jours le mythique Cap Horn. Qu'avez-vous ressenti ? Au Cap Horn, j'étais un peu déçu parce que j'aurais préféré le voir. J'ai rien vu, j'étais dans une grisaille, dans une tempête, j'étais aussi dans une misère parce que ma grande voile était abîmée gravement. C'était peut-être les 48 heures les plus dures de cette Vendée Globe. C'est une poule pas facile, très compliquée. La doublette Badalone-Malaga, ce sont des équipes de haut niveau. Le championnat espagnol est peut-être ce qui se fait mieux en Europe actuellement. C'est 2 équipes espagnoles qui jouent vite avec beaucoup d'adresse à 3 points, donc ça dénote un petit peu avec le jeu monégasque qui lui est très axé sur la défense. Ça peut être compliqué pour la qualif dans tous les cas si on veut voir Monaco passer. Il y a 2 matchs à prendre aller-retour, c'est contre Nanterre. Cette équipe de Monaco, elle est peut-être un petit peu short en roster. Je crois qu'il n'y a que 9 joueurs parce qu'il n'y a pas de recrues encore. Pour remplacer Carrington notamment et Rebic qui était parti. Exactement. Alors peut-être qu'il va y avoir un nouveau joueur. C'est une équipe qui n'est pas très grande par la taille aussi, mais c'est une équipe qui est très athlétique, qui met de la vitesse, qui peut changer sur beaucoup d'écrans, qui est dure parce qu'il y a des joueurs comme Dibost, comme Marcos Knight, Damien Inglis, Wilfried Yeguete, des garçons qui sont dans la dureté. Il va falloir impacter les équipes adverses. Le renouvellement de la signature de partenariat avec la CMB est plus qu'une excellente nouvelle. C'est salvateur dans le contexte actuel. Oui, c'est vraiment très important pour nous. Bien évidemment, un partenaire aussi fidèle que celui de la CMB depuis 16 ans, 16 ans que nous tissons des relations privilégiées avec eux, qu'ils nous font confiance. C'est évidemment le témoignage d'une relation pérenne, de la confiance qu'ils continuent de nous accorder. Et ça nous donne beaucoup d'enthousiasme en ce début d'année qui est quand même pas très formidable en termes d'état d'esprit.
On reste très optimiste. C'est la note que je veux donner en ce début d'année, que j'ai donnée à l'ensemble des équipes, d'ailleurs dans une réunion qu'on a faite hier. C'est que nous nous donnons tous les moyens de pouvoir ouvrir, de faire des événements merveilleux, de qualité, d'envergure, à l'échelle internationale. Ça s'enchaîne, ça veut pas, quoi. On avait pas mal commencé le rallye, on se disait ouais, le rallye est encore long, mais au fur et à mesure des jours où on avançait, c'était de pire en pire. Et on a enchaîné soucis mécaniques, et problèmes techniques, et petites erreurs de navigation, et on a plongé au fur et à mesure dans les profondeurs du classement, et on a presque eu le record de crevaison. Tous les jours, c'était pas évident. La seule assistance qu'on avait, c'était un camion derrière nous qui devait nous amener des pièces, mais la condition, c'était que lui aussi fasse tout ça spécial. Mais le camion, lui aussi, est tombé en panne, il s'est ensablé, et il n'a jamais pu nous rejoindre. Donc, on avait déjà eu des gros soucis mécaniques pendant la journée, où on a perdu un moyeu de roue. On a dû réparer nous-mêmes, changer un cardan. Et on savait qu'il fallait faire attention, mais ça ne l'a pas fait. Oui, le Dakar, cela reste un rallye mythique. C'était votre 5e participation. Vous aviez accroché une 3e place l'an passé, une 2e place en 2017. Donc, vous nous le confirmez, vous reviendrez l'an prochain? Je vous le confirme, on sera là l'année prochaine et mieux armé. Et pourquoi pas essayer de jouer la gagne, parce qu'il faudra le gagner un jour quand même. J'aimerais être le premier monégasque à gagner un Dakar. On a commencé aujourd'hui la première campagne de vaccination de l'ensemble de nos collaborateurs, donc le personnel médical et également les chirurgiens et médecins qui pratiquent leur art à l'Institut. Alors aujourd'hui, au niveau du taux de réponse favorable et de volontariat, on est à peu près à un peu plus de 53%, ce qui est assez encourageant pour cette première vague et ce lancement de la campagne de vaccination. On verra maintenant un petit peu comment vont réagir les autres collaborateurs qui vont sûrement discuter avec ceux qui se sont fait vacciner. Les personnes qui voulaient voir leur famille pour les fêtes, qui ont préféré toutes se tester au préalable. Donc il y a eu beaucoup plus de demandes avant les fêtes, il y a eu un pic très net. Puis il y a eu les jeunes qui revenaient de l'étranger, qui ont voulu se faire tester également. Quelques-uns qui souhaitaient partir en voyage. Donc il y a eu une grosse demande de ces tests. Je pense qu'à Monaco, la population est globalement plutôt prête à se faire vacciner. Mais c'est vrai qu'elle est inquiète, elle a vu ces vaccins qui se sont développés rapidement et elle vient très très souvent voir son pharmacien, lui demander ce qu'il en pense, lui demander s'il va le faire pour lui. Si vous souhaitez mon avis, moi je suis extrêmement favorable à la vaccination. Oui, on a réagi très vite un petit peu sur tous les fronts. On a essayé de s'adapter toujours aux demandes de nos résidents, de notre population, et on a réussi à fonctionner à peu près normalement. Pour les habitants, évidemment, vous parlez de la livraison à domicile du marché, puisqu'on a augmenté largement les livraisons. On les a triplées ou quadruplées pendant ce confinement. On va célébrer en 2022 le centenaire d'Albert Ier. Tout un comité s'est d'ailleurs mis en place et on voit les premières célébrations. Et Secret d'Histoire, qui est quand même une émission phare sur le service public français autour de l'histoire, ne pouvait pas échapper à cet anniversaire. Le prince navigateur, océanographe, et puis son épouse, Alice de Monaco. Donc oui, ça va être une émission très riche, très variée. Et vous avez déjà en tête le scénario de ce Secret d'Histoire, ce que l'on va pouvoir y découvrir? Écoutez, si l'émission s'appelle Secret d'Histoire, c'est qu'on garde encore quelques secrets. Et donc, je ne peux pas vous révéler à ce jour tous les scénarios. Voilà ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a fait rire ou pas sur Facebook, Instagram, Twitter et autres? Un conseil, ne loupez pas le chien qui urine en faisant le poirier, c'est énorme. Voici votre best-of des réseaux sociaux.
Cette dernière séquence le prouve, peu importe l'âge, c'est dans la tête que l'on est jeune. On se quitte avec un panel des plus belles photos de nos reporters qui sont sur le terrain 7 jours sur 7. Vous retrouverez dès lundi 19h une nouvelle édition présentée par Patricia Navarro. À très bientôt, au revoir et portez-vous bien.